Le Premier ministre a effectué ces 2 derniers jours des visites d'amitié et de travail. C'était au Niger et au Sénégal, une occasion pour Cheikh Modibo Diarra d'échanger avec les autorités des 2 pays sur leur contribution pour sortir le Mali de cette crise. 450 commerçants évoluant dans le secteur informel sur les axes transfrontaliers du Mali viennent d'être appuyés par la Bank of Africa, ONU Femmes et d'autres organisations féminines. Une aide pour leur permettre de s'épanouir dans leurs activités. Sport football, le week-end sera marqué par les matchs retour du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération. Nos 3 représentants se préparent. 2 d'entre eux ont déjà remporté leur match aller, mais ils devront néanmoins se donner à 100% pour les retours. Nous sommes allés les voir sur leur terrain. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette édition. Le Premier ministre, Cheikh Modibo Diarra, était en visite à Niamey et à Dakar. Après ses visites au Niger et au Sénégal, respectivement les 11 et 12 juillet, le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra est arrivé ce vendredi 13 juillet à Paris pour rencontrer le président par intérim Djankounda Traoré. En plus de s'enquérir de l'évolution de la convalescence du professeur Djankounda Traoré, le Premier ministre va lui faire de vive voix l'économie de ses déplacements à Rabat, à Niamey et à Dakar. Il va également lui annoncer sa décision de proposer une large ouverture à toutes les forces vives du pays, unies de cœur et d'esprit pour la reconquête du nord du Mali. Dans cet esprit, le Premier ministre va s'accorder avec le président par intérim sur une architecture gouvernementale appropriée. De même, le chef du gouvernement va proposer un canevas pour obtenir l'assistance de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, en vue du renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité du Mali dans l'accomplissement de leurs tâches régaliennes. Le Premier ministre se félicite de la parfaite identité de vue entre le Mali et les pays visités et de leur engagement à aider le Mali à rétablir son intégrité territoriale et à se débarrasser des terroristes ainsi que des narcotrafiquants qui mènent des activités intolérables sur son sol. Voilà, le Premier ministre est depuis ce vendredi à Paris. Retour sur la visite à Dakar au Sénégal du Premier ministre. Il a été accueilli par son homologue sénégalais Abdoul Mbaye. Sur place, le Premier ministre a pris conseil auprès du président Macky Sall. Ils ont échangé sur l'évolution de la situation sociopolitique au Mali. Les détails de cette visite du Premier ministre à Dakar avec nos envoyés spéciaux Mamadou Bagayoko et Dembawan. Un peuple, un but, une foi. Cette devise, qui est aussi celle du Sénégal, en dit long également sur l'histoire du Mali et du Sénégal. La devise commune engage les 2 pays à se soutenir mutuellement dans n'importe quelle circonstance. C'est dans ce souci que le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra et le président sénégalais Macky Sall ont surtout échangé sur les acquis du gouvernement de transition et les moyens de sortie de crise au Mali. Je suis venu voir le président de la République pour le remercier et à travers lui remercier tout le peuple frère du Sénégal pour son accompagnement du gouvernement du Mali et du peuple malien pendant cette crise difficile. Et puis d'autre part, présenter au président de la République exactement tout ce qui a été fait depuis la mise en place du gouvernement jusqu'à aujourd'hui, y compris nos achèvements, nos accomplissements et aussi les difficultés que nous rencontrons, afin de pouvoir bénéficier, si vous voulez, de ses conseils et de son expérience politique. Je repars d'ici avec les choses un peu plus claires dans ma tête que quand j'étais arrivé, et ce qui va nous aider vraiment à pouvoir approcher, n'est-ce pas, notre mission fondamentale que nous n'oublions jamais, qui est la reconquête du nord du Mali, pour que ce problème qui se pose à toute la sous-région à travers le Mali puisse disparaître le plus rapidement possible. Repartir confiant après 2 heures d'entretien. Il n'est pas exagéré de dire que les relations entre le Mali et le Sénégal n'ont pris aucune ride.
Voilà, tout à fait. Mamadou Bagayoko, notre envoyé spécial. Avant de se rendre à Dakar, le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra était à Niamey au Niger pour une visite d'amitié et de travail. Ce voyage sur le Niger boucle ainsi le tour des pays du champ après l'Algérie et la Mauritanie. Le Niger, qui accueille 520 militaires maliens, a décidé d'apporter tout le soutien nécessaire aux autorités maliennes en vue de résoudre la crise sécuritaire et humanitaire. Retrouvons nos envoyés spéciaux à Niamey, Mamadou Bagayoko et Dabawan. Même si le programme officiel de la visite du Premier ministre Cheikh Modibo Diarra prévoyait une audience avec son homologue nigérien Bregui Rafini au lendemain de son arrivée, la patience des journalistes a fini par payer malgré une heure relativement tardive. Le Premier ministre s'est exprimé sur l'objet de sa visite au Niger depuis l'aéroport. Je viens au Niger pour boucler mon tour des pays qu'on appelle les pays du champ. J'ai été en Algérie et en Mauritanie, et ces deux pays, avec le Niger et le Mali, constituent les pays des champs, pour venir voir avec ce pays voisin, ce pays frère, comment nous pouvons tous ensemble mobiliser nos efforts, mobiliser les efforts de tous les pays amis d'Afrique et d'ailleurs autour de la crise du Mali afin de pouvoir nous aider à y trouver une solution rapidement. On dit bien que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Dans cette optique, le Premier ministre s'est rendu sur le site de cantonnement militaire malien à Sanguia en vue de motiver davantage les soldats maliens. Pas sentir étranger ici. Nous sommes avec nos frères, on se retrouve les mêmes. Donc dans toutes les conditions possibles. Commencer par remercier la République du Niger pour l'accueil qu'il vous a réservé. Nous traversons une période de la vie de cette nation, période qui est très difficile. C'est probablement la période la plus difficile que notre République n'ait jamais connue. Quand je me tiens en votre sein, entouré par vous tous, la confiance me revient que cet espoir, cette vision d'une nation en paix, d'une nation unie, est à portée de main. La déclaration à l'aéroport ne change rien au programme établi. Il y a un tête-à-tête avec le Premier ministre Rafiri. Séance de travail entre Maliens et Nigériens à huis clos et presque plus d'une heure de temps d'entretien avec le président nigérien Mahamadou Issoufou. J'ai eu des entretiens assez détaillés avec le président de la République, entretiens qui m'ont convaincu que le président de la République, le Premier ministre et son gouvernement et le peuple nigérien n'épargnera aucun effort pour aider le peuple malien à regagner sa souveraineté. Le Mali et le Niger partagent plus de 600 km de frontières. En conséquence, avec l'appui d'autres pays, ils relèveront le défi. Voilà, rappelons qu'après Niamey et Dakar, le Premier ministre est rendu à Paris où il est actuellement. Ici, au Mali, le premier vice-président de l'Assemblée nationale a reçu successivement en audience le réseau des femmes du fleuve Mano pour la paix, le représentant résident de l'Union européenne et l'ambassadeur d'Iran en fin de mission au Mali. Au cours de ces trois audiences, il a été naturellement question de la situation au nord du Mali sous occupation. Le compte-rendu avec Mahamadou Doumbia. C'est le réseau des femmes du fleuve Mano pour la paix qui a été la première délégation reçue par le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Au menu de la rencontre, la situation d'occupation des régions du nord du Mali. Le Mali a toujours été un pays de dialogue. Il faut passer par le dialogue, toujours le dialogue, ne pas rompre le dialogue. Le dialogue, souvent, n'est pas accepté par les islamistes qui sont au nord, qui veulent imposer la charia. Alors, à défaut du dialogue, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous prenons toujours le dialogue, mais s'il n'y a pas de solution, vraiment, on reste derrière l'État. Et pour le représentant de la délégation de l'Union européenne, il s'agissait également de parler de la situation du nord du Mali et de l'ambition de l'Union européenne pour notre pays. Il faut certainement que le président puisse retourner le plus vite possible. Vous savez que la conférence de Ouaga a fait quelques recommandations. Et donc, le gouvernement et le président
règne dans le pays. Il y a un grave problème au nord avec une occupation, avec des révoltes, avec toutes sortes de groupes de toutes couleurs, etc. Ça ne peut pas rester, donc il faut intervenir. La troisième personnalité reçue a été l'ambassadeur d'Iran en fin de mission dans notre pays. On fait aussi un tour d'horizon sur notre coopération. Heureusement que nous avons de bonnes relations avec le Mali. Mais nous espérons que le Mali se dépasse ces moments difficiles, que Inch'Allah il va soit sur bon rail pour ses économies et son développement. Pour l'ambassadeur d'Iran, le Mali dispose de ressources humaines incommensurables et une foi inébranlable qui lui permettront de mettre fin à la crise qui secoue les 3 régions du nord du Mali. Nous nous acheminons vers le début du carême et vous le savez, les autorités ont rassuré la population. Il n'y aura pas de pénurie en produits de première nécessité. Le ministre du Commerce, des Mines et de l'Industrie est néanmoins sur le terrain pour constater la disponibilité effective des produits. Il était en 5e région et sur place, tout va bien. Les stocks de riz, de sucre et d'huile dépassent même la prévision. Le compte-rendu de Yacouba Maïga. En cette veille du mois de Ramadan, période de grande consommation des denrées de première nécessité, il était du devoir du gouvernement, à travers le ministre du Commerce, des Mines et de l'Industrie, de venir s'enquérir de la situation d'approvisionnement des marchés en produits de première nécessité, notamment le riz et le sucre. Le ministre Amadou Touré a pu constater dans les magasins de GDCM, GGB, la Somayaf et la Sodraf à Sévaré et à Mopti des stocks importants d'environ 13 035 tonnes de riz et 8 575 tonnes de sucre avec près de 200 000 litres d'huile, ce qui dépasse largement la prévision en consommation mensuelle de la région qui est de l'ordre de 8 000 tonnes de riz et 2 300 tonnes de sucre. Nous sommes venus nous enquérir du côté de la consommation marchande, c'est-à-dire essentiellement les 5 produits de première nécessité, mais plus particulièrement le riz et le sucre sur lesquels le gouvernement a renoncé des milliards pour que le pays soit approvisionné, pour que le pays ait des produits à un prix raisonnable. Le ministre Touré s'est aussi entretenu avec les opérateurs économiques de la région autour de certaines préoccupations. À l'issue des échanges, il a pris bonne note de l'engagement des opérateurs économiques à juguler les difficultés liées à la gestion de la période de soudure par la disponibilité des produits et le maintien des prix fixés par le Conseil national des prix en accord avec le gouvernement. Ils l'ont accepté, on s'est compris. Ils vont prendre les dispositions pour que le sucre vraiment soit vendu à partir certainement de demain ou plus tard après-demain à 540 au lieu de 550 ou bien de 600. Nous sommes satisfaits. Mopti a été une très bonne escale. Pour manifester la solidarité du gouvernement aux personnes déplacées des régions du Nord, le ministre du Commerce, des Mines et de l'Industrie est allé à leur chevet en leur offrant 10 tonnes de riz, 2 tonnes de sucre et une somme de 100 000 francs CFA. Voilà de quoi permettre aux populations de Mopti de passer un bon mois de Ramadan. Parlons à présent solidarité. Le gouvernement apporte son aide aux déplacés du Nord à Caille. Il vient de leur remettre 30 tonnes de riz et 400 moustiquaires, dont remis par le ministre de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées, suivi par Siaka Konati. Moumoutié Diarra, soldat de 2e classe à la retraite, accueille dans sa famille à Kaindi son beau-père Al-Jumat Al-Maloud Traoré et ses 2 épouses, ainsi que leurs 12 enfants venus de la région de Tombouctou. Le ministre de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées s'est rendu dans la famille de M. Diarra pour voir les conditions de vie des soldats retraités et de ses hôtes. Il partage 2 chambres et un salon. Dr Mamadou Sidibé n'est pas venu les mains vides. En effet, il a amené dans ses bagages 30 tonnes de riz et 400 moustiquaires pour venir en aide aux déplacés des régions du Nord et leurs familles d'accueil. À ce jour, plus de 620 déplacés ont été recensés dans la région de Caille, dont les 2 tiers sont des enfants. L'apport que nous faisons ce matin est vraiment symbolique. Nous savons que ça ne répond pas à toutes les attentes, mais c'est un début. Un début par rapport à ce que tout le gouvernement envisagerait de faire pour assister ces populations. Dans la région de Caille, c'est surtout beaucoup d'enfants. Donc ça pose des problèmes de scolarisation, ça pose des problèmes d'adaptation. Donc nous allons continuer cette réflexion et peut-être apporter une solution un peu plus appropriée la prochaine fois.
Ce geste de solidarité du gouvernement à l'endroit des déplacés du nord de la première région constitue une bouffée d'oxygène pour les autorités administratives, politiques, mais surtout pour l'association des ressortissants et sympathisants des régions du Nord Akaï qui sont constamment sollicités par les déplacés. Tous ces déplacés sont dans des familles d'accueil. Tout de même, ces familles ont besoin d'être soutenues. Donc, la visite du ministre nous réconforte au quotidien. C'est l'occasion pour moi de remercier les autorités centrales, le gouvernement et tous ceux qui ont œuvré pour qu'aujourd'hui on puisse faire ce geste. Le maire de la commune urbaine de Kaï, Abdoulaye Kamara, estime que cet appui va réconforter les déplacés du Nord, d'où la conviction qu'ils sont rassurés qu'ils ne sont pas des laissés pour compte. Comme d'habitude, c'est l'association des ressortissants et sympathisants des régions du Nord Akaï qui sera chargée de distribuer les dons aux bénéficiaires. Voilà, et notez que juste après la remise du don, le ministre Mamadou Sidibé a visité la direction régionale de la Caisse malienne de sécurité sociale et celle du développement social de l'économie solidaire de Kaï pour voir les conditions de travail du personnel des deux services relevant de son département. Restons en première région où l'ONG Caritas Mali vient de lancer son programme d'aide alimentaire. Plus de 43 000 personnes à travers le pays devront bénéficier de cette aide de plus d'1 milliard de francs CFA. Mahamadi Alioubari nous en dit plus. Caritas Mali a constaté que la campagne agricole 2011-2012 a été déficitaire et qu'une insécurité alimentaire et nutritionnelle menace dangereusement le Mali. C'est face à cette situation que l'ONG, à travers sa représentation diocésaine de Kaï, vient de procéder au lancement officiel du programme d'aide alimentaire. Cette opération s'étalera sur 3 mois. Elle concernera les céréales, les légumineuses et l'huile. L'objectif de ce programme d'aide d'urgence de Caritas Mali est d'apporter un appui alimentaire pendant 3 mois à 43 958 personnes affectées dans notre pays, sans distinction de race, de sexe ou de religion. Le coût global de ce programme d'aide d'urgence s'élève à plus d'1 milliard de francs CFA. De Kaï, nous allons à Ségou tout en restant dans l'alimentaire. 45 millions de francs CFA, c'est le coût d'investissement du périmètre irrigué villageois de Sénékou dans la commune rurale de Dioro. C'est pour garantir la souveraineté alimentaire des populations de la localité. Reportage de Honoré Tienou. Située à 70 km de Ségou dans la commune rurale de Dioro, cette exploitation agricole de Sénékou a une superficie de plus de 100 hectares, avec une maîtrise totale de l'eau où sont installés 212 paysans sur des parcelles de 0,25 à 1 hectare. Ce périmètre villageois a comme objectif de pallier la pénurie alimentaire, d'assurer l'autosuffisance alimentaire des exploitants, de créer des emplois et lutter donc contre la pauvreté. Ce n'est pas seulement la batteuse du Mali qui a abattu ce travail, c'est l'œuvre de nous tous. C'est pourquoi je demande à tous ceux qui vont travailler sur ces parcelles de s'y mettre pour que chacun puisse garantir d'abord dans sa propre famille le quotidien en riz. Nous espérons aussi cultiver l'oignon en contre-saison. En coupant le ruban symbolique, le gouverneur a salué cette initiative de l'entreprise La Batteuse, une initiative qui participe du coup à la souveraineté alimentaire du pays. Donc c'est un joyau qui, en tout cas à mon sens, vient pour ajouter à cette population un plus pour leur développement. Nous avons même lancé un appel à l'ensemble des services techniques et des opérateurs qui sont là pour les accompagner. Ce périmètre irrigué villageois a été réalisé grâce au financement de l'entreprise La Batteuse de Ségou. Voilà, la population de la commune rurale de Dioro pourra ainsi s'assurer une sécurité alimentaire. Ici, à Bamako, le ministre de l'économie, des finances et du budget a présidé le séminaire de sensibilisation sur la création d'un nouveau marché à la bourse régionale de valeurs mobilières. L'objectif est de sensibiliser le secteur privé sur un nouveau marché qui devra booster notre économie. Reportage de Adama Tangara. Dans les pays de l'UEMOA, les PME, les petites et moyennes entreprises s'imposent de plus en plus comme les plus dynamiques et les plus grandes créatrices d'emplois et de richesses. Malheureusement, pour de nombreuses raisons,
elles n'ont que rarement bénéficié des avantages indéniables du marché financier régional. Pour corriger cette lacune, les responsables de nos États ont instruit la Bourse régionale des valeurs mobilières de réfléchir sur les voies et moyens à mettre à la disposition des PME un mécanisme plus souple et spécifiquement adapté aux besoins et réalités de leur secteur, d'où ce nouveau marché à la BRVM. Le constat après 14 ans de fonctionnement de la BRVM, c'est qu'un certain nombre de choses ont été bien faites et malheureusement d'autres n'ont pas tout à fait réussi. Donc c'est de s'appuyer en fin de compte sur ce qui a fonctionné, à savoir la valorisation des entreprises, la capacité de mobilisation d'épargne, mais d'assouplir les règles d'accès au marché. Dans un contexte économique caractérisé par une crise financière aiguë, ce nouveau marché proposé par la BRVM avec ses spécificités propres constitue pour vos entreprises une opportunité réelle pour lever les capitaux pour le financement de vos activités. L'intégration des marchés par la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM a ainsi permis la mobilisation de plus de 754 milliards de francs CFA au profit du développement économique de la zone UEMOA. Cette décision hautement stratégique est à saluer et je vous en donne l'assurance. Elle bénéficiera de l'accompagnement du gouvernement de la République du Mali et certainement de celui de toutes les autorités de notre Union. Au mécanisme de la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières pourra donc apporter aux PME des avantages importants en matière d'accès au financement dans de meilleures conditions et de recherche d'investisseurs. En tout cas, on l'espère. La Bank of Africa Mali, ONU Femmes et quelques organisations féminines de la place ont signé ce matin un accord de partenariat pour soutenir 450 commerçants évoluant dans le secteur informel sur les axes transfrontaliers. D'un montant de 225 millions de francs CFA, cet appui devra permettre aux bénéficiaires de mieux s'épanouir en fructifiant leurs affaires. De quoi s'agit-il exactement? Pour le savoir, suivant le reportage de Ramata Konati. Les commerçantes évoluant dans le secteur informel l'attendaient depuis un certain temps et il est enfin là. Il s'agit d'un partenariat qui met 225 millions de francs CFA à la disposition de 450 d'entre elles. Les intéressés interviennent toutes dans les zones transfrontalières. Le financement de ce projet a pris forme avec la signature de l'accord et la remise de chèques. C'est le fruit d'une coopération tripartite entre la Bank of Africa, l'ONU Femmes et les organisations ou réseaux féminins chargés de la mise en œuvre de ce vaste projet. Tout semble être dit pour encourager les heureux élus à utiliser judicieusement ce fonds. Je félicite également les femmes bénéficiaires et les exhorte à faire bon usage des fonds qui vont être octroyés et être à l'écoute de nos chargés de clientèle qui sont avant tout aussi des conseillers. En tout cas, de ces 450 bénéficiaires dépend l'avenir de ce projet en faveur de l'autonomisation des femmes du secteur informel. Les premiers bénéficiaires, les femmes qui vont bénéficier de ces fonds-là, soit des femmes qui puissent arriver à honorer leurs engagements de sorte qu'on puisse dépasser le cap des 450 et aller à un nombre un peu plus important. Donc les premiers bénéficiaires de ces fonds sont celles qui vont entraîner ou arrêter le processus. La signature de cet accord marque aussi le lancement officiel du programme de l'ONU Femmes relatif au développement du commerce transfrontalier informel. La cérémonie qui nous réunit ce matin marque la concrétisation du projet Promotion des femmes engagées dans le commerce informel transfrontalier pour devenir des opératrices économiques, afin de contribuer à la réduction des disparités hommes-femmes et de promouvoir leur émergence du secteur informel au secteur formel. Le projet en question ambitionne de répondre aux besoins de formation et d'information des commerçantes du secteur non formel et de contribuer à la formalisation du domaine. Il est présent dans 4 pays africains, à savoir le Cameroun, le Libéria, le Nigeria et le Mali. Ici, sa mise en œuvre est assurée par l'Association pour la promotion des femmes et des enfants au Mali et l'Association malienne pour la protection et le développement de l'environnement au Sahel en collaboration avec le réseau des femmes opératrices économiques du Mali.
Vous le savez, depuis quelque temps, des journalistes sont victimes d'enlèvements et d'agressions. Hier soir, vers 21h, le directeur de publication du journal L'Indépendant, Saouti Haïdara, a été enlevé et battu par des hommes armés. Notre confrère a été sévèrement blessé, mais fort heureusement, sa vie n'est pas en danger. Il est actuellement hospitalisé et a reçu cet après-midi la visite de quelques ministres venus lui témoigner le soutien des plus hautes autorités du pays qui ont condamné l'agression. Ibrahima Traoré. Attention, voici à quoi les journalistes peuvent s'attendre s'ils s'expriment librement au Mali. Cet homme de 62 ans, directeur de publication du journal L'Indépendant, a été sauvagement enlevé et brutalement tabassé la nuit dernière par des inconnus. Et comme on peut le constater, il a été sévèrement touché à la tête et a eu une fracture à l'avant-bras. Fort heureusement, sa vie est hors danger au moment où quelques membres du gouvernement lui ont rendu visite à son domicile qu'il a regagné après des soins médicaux. Ils m'ont amené à une quarantaine de kilomètres de Bamako. Ils sont sortis avec les armes, ils ont pris leurs armes, ils m'ont bousculé hors de la voiture. Et puis il y a 3 d'entre eux qui ont braqué leurs armes sur moi, pendant que les 4 autres, les 4 ou les 5, se sont mis à me frapper avec les crosses de leurs fusils, avec des gourdins et en me donnant des coups de botte dans les côtes. Qu'est-ce qu'ils disaient? La seule chose qu'ils ont dite, c'est que vous, les journalistes, vous nous emmerdez. Saouti Haïdara se dit réconforté par ce geste du gouvernement qui affirme que cet acte ne restera pas impuni. Le gouvernement est venu lui manifester sa solidarité et toute sa sympathie dans cette épreuve. Et nous profitons peut-être de votre micro aussi pour condamner avec la dernière rigueur cet acte barbare qui est indigne de l'être humain. Nous pensons que aujourd'hui le peuple malien s'est battu pour la liberté d'expression. Nous croyons que l'on ne doit pas pouvoir attaquer quelqu'un à cause de ses opinions. Et ça, nous tenons, le gouvernement tient à le réaffirmer haut et fort. Peut-être que nous n'avons pas les mêmes opinions que M. Haïdara, mais nous ne permettrons pas qu'on l'agresse pour ses opinions. Ainsi, la liberté d'expression reste très menacée au Mali. C'est donc un challenge énorme auquel font face les nouvelles autorités du pays, car ce n'est pas une première en l'espace de 2 semaines. Le gouvernement a appris avec indignation l'agression dont ont été victimes M. Abdraman Keïta, journaliste à Aurore et membre du Conseil supérieur de la communication le 2 juillet et Saouti Haïdara, directeur de publication des journaux L'Indépendant et Bamako Hebdo dans la nuit du 12 juillet. Le gouvernement condamne énergiquement ces actes inacceptables dans une démocratie et ordonne une enquête pour en identifier les coupables et les châtier conformément aux lois en vigueur. Le gouvernement saisit l'occasion pour réaffirmer son attachement à la liberté d'expression et s'engage à tout mettre en œuvre pour qu'elle s'exerce pleinement dans le respect des règles de la loi sur la presse. Le gouvernement présente ses regrets à la presse et l'invite à poursuivre son engagement en faveur de la paix et d'une transition apaisée comme réaffirmé lors du forum des 29 juin et 1er juillet 2012. De même, l'Association malienne des droits de l'homme, l'ADEMA PSJ et le PARENA condamnent avec la même énergie l'enlèvement et l'agression contre Saouti Haïdara, directeur de publication du journal L'Indépendant. Et bien entendu, la rédaction de l'ERTM souhaite donc un prompt rétablissement à Saouti Haïdara et espère qu'il n'y aura plus d'autres agressions sur des journalistes ou tout autre citoyen. Le réseau de l'entreprise en Afrique de l'Ouest au Mali vole au secours des populations des cercles de Téninkou et de Youarou. Il vient de mettre à la disposition de ces populations éprouvées par la crise 10 tonnes de riz. La remise a eu lieu au centre du secteur privé, suivi par Nando Dambélé. Modeste, sobre et brève, cette cérémonie est cependant significative pour les donateurs et pour les bénéficiaires. Qu'aujourd'hui, que je sois là pour recevoir du don pour ces populations fières de leur passé de riziculteurs. Vous comprenez effectivement mon émotion. Émotion, elle me paraît la plus importante dans cette circonstance. Que des hommes et des femmes de l'entreprise, ceux-là même dont on pense que le cœur vibre pour le profit, pensent à cette circonstance à ceux-là qui souffrent
et qui viennent en appui. J'en suis fier pour eux. Constitué de 10 tonnes de riz, le don est destiné aux populations des cercles de Ténékou et de Iwaru dans la région de Mopti. Notre groupement de chefs d'entreprise, le Réao Mali, a choisi pour témoigner avec cette donation son souci de la pérennité de la communauté nationale. Ce don, il n'est pas d'une quantité, il est surtout moral. Il est surtout humain. Il se base sur ce qui nous unit tous. Ce qui nous unit, c'est ce pays-là, cette nation, cette république, cette démocratie que nous avons bâtie ensemble et pour lequel nos sensibilités doivent converger vers sa dignité et vers son élévation. Remettant symboliquement les vivres, les donateurs ont appelé tous les Maliens à la cohésion et au patriotisme pour une meilleure sortie de crise. Solidarité, toujours le Fonds de solidarité nationale en partenariat avec la Croix-Rouge et le Royaume des Pays-Bas a signé hier une convention relative au financement d'un projet. Donc une convention relative au financement d'un projet. Le projet permettra aux responsables de mettre des intrants agricoles à la disposition de la population de Tombouctou. Pour en savoir plus sur le projet, écoutons le directeur du Fonds de solidarité nationale, Adama Diarra, est au micro de Thiemo Konaté. C'est un projet d'assistance aux populations du Nord, notamment dans la région de Tombouctou. Il va consister à aménager et exploiter 1000 hectares de plaines de Koriomé, Daï et Amadia. Et le projet concerne donc l'implication de 2000 producteurs. Là-dessus, le Fonds de solidarité interviendra comme opérateur sur les volets portant sur le contrôle de qualité des normes requises sur les semences, l'assistance à la Croix-Rouge malienne pour l'acheminement correct et la distribution des vivres, mais également nous procéderons à l'implication correcte des services techniques pour assurer un meilleur suivi et évaluation. Le projet s'étendra sur environ 2 ans. La coopération néerlandaise a pu mettre 209 millions de francs CFA là-dessus. Le choix de la région de Tombouctou, est-ce qu'il y a une raison, sinon des raisons particulières à cela? Oui, la région de Tombouctou, notamment les plaines que je vous ai citées, sont une zone agricole par excellence. Je pense que 2000 producteurs sur un espace de 1500 hectares, dont 1000 seront exploités. Donc c'est la raison fondamentale pour laquelle nous avons choisi cette région. Voilà, l'aide se renforce autour de nos populations du Nord et c'est l'occasion pour nous de réaffirmer notre soutien envers elles. Nous faisons entièrement confiance à l'armée malienne pour recouvrer l'intégrité territoriale et assurer la sécurité de la transition. Ces propos sont des responsables du mouvement Yere Woloton. Ils l'ont fait savoir au cours d'une conférence de presse tenue ce matin à la Maison des Aînés, conférence suivie par Mohamed Diarra. Voilà, donc on me fait signe que le reportage de Mohamed Diarra n'est pas prêt. Parlons donc sport, football. Le week-end sera marqué par les rencontres retour du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération. Le Djoliba AC, qui jouera en Tunisie, avait gagné à l'aller par 2-0 face au club africain de Tunis. Le stade malien de Bamako, de son côté, affrontera le Maroc. Le club donc omnisport de Meknes, ce sera au Maroc. À l'aller, les Blancs de Bamako avaient gagné par 3-0. Voyons avec Abdul Karim Kaba comment les deux formations préparent ces matchs retour. Pour ce match retour du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération, le stade malien de Bamako part avec la faveur des pronostics. Avec le score de 3-0 obtenu à l'aller face au club omnisport de Meknes du Maroc, les Blancs ont pris une sérieuse option sur la qualification pour la phase des poules. Nous avions acquis un résultat à l'aller qui nous permet de nous mettre dans une situation confortable pour voyager. Mais ça reste quand même du football. Ça reste du football, ça veut dire qu'il reste encore 90 minutes à jouer. Après s'être éliminé en Coupe du Mali et distancé en championnat, l'équipe de Sotiba ambitionne de jouer la phase des poules de la Coupe de la Confédération pour sauver la saison.
Club Omnisport de Meknès du Maroc, Stade Malien de Bamako, c'est ce samedi au stade de Meknès du Maroc à partir de 20h temps universel. À Hérémankono, dans les fiefs des hippopotames, c'est la solidarité qui sera le maître mot pour cette rencontre retour contre le club africain de Tunis. Leader et invaincu en championnat, le Djolibassi érigera un bloc derrière pour bloquer les assauts des clubistes. Le résultat de 2-0 de l'aller pour les Rouges obligera les Tunisiens à attaquer certainement pour essayer de rattraper le retard. On a quand même joué une première mi-temps et il nous reste une deuxième mi-temps à défendre. Parce qu'on est en Coupe d'Afrique, on est quand même face à des adversaires qui sont très expérimentés, qui sont habitués de la sorte de la chose. Donc il faut quand même pas dormir sur l'avance de débit. Il faut reprendre tout à 0 là-bas. Les Rouges ont préparé sereinement ce choc retour contre le club africain de Tunis dans son antre de Radès. Pour les joueurs, la complémentarité doit prévaloir comme lors du match aller. La rencontre club africain de l'Ubassi sera officiée par des arbitres gabonais. Coup d'envoi 18h heure de Bamako. Voilà, bonne chance au Djolibassi et au Stade Malien de Bamako pour les matchs retour. Et nous restons dans les matchs retour du tour de cadrage de la CAF. Notre troisième représentant, le COB, jouera demain samedi contre Al Hilal du Soudan. À l'aller, les Soudanais avaient gagné par le score de 2-0. Le COB est bien déterminé à renverser la situation et entrer en phase de poule de cette compétition. Notre reporter Isaac Tienou a fait un tour sur le terrain d'entraînement du COB. Voici son reportage. Le club olympique de Bamako a un retard de 2 buts à remonter. Malgré, le COB est déterminé à écrire une nouvelle page de son histoire en accédant à la phase poule de la Coupe de la Confédération africaine de football pour la première fois. Le match aller perdu au Soudan par 2-0 n'enlève rien à la motivation des Olympiens. Ça fait plus de 2 semaines que nous sommes en internat pour ça. Je pense qu'on a la possibilité de remonter ce 2 buts de retard vu le match aller. Franchement, 2 buts de retard, c'est quelque chose qui est très difficile. On a su là-dessus que l'adversaire en face est détail. C'est une très bonne équipe, une équipe qui a suffisamment d'expérience. Nous aussi, on en a moins, on a nos armes en main afin de pouvoir relever ces défis. Aucun détail n'a été négligé par les responsables du club pour la réalisation d'un bon résultat. Nous avons tout mis en œuvre pour motiver les joueurs afin qu'ils réalisent qu'ils ont un bon coup à jouer. Parce que la Coupe CAF est une vitrine internationale. Donc ça suffit à leur motivation pour qu'ils se transcendent afin que nous puissions remonter ce handicap de 2 buts. Côté adverse, l'objectif est clair. Il s'agit de se qualifier à Bamako et l'entraîneur de Al Hilal pense avoir les moyens. On sait que c'est une bonne équipe, qu'à la maison c'est toujours difficile de faire de résultats, je dirais, à l'extérieur. Maintenant, nous, on est venus ici pour gagner et on va tout faire pour gagner et puis passer en quart de finale. Le match se jouera au stade Modibo Keïta et l'apport du public aidera le COB à passer le cap. Les Olympiens en ont l'habitude. Bonne chance à nos 3 représentants. Aujourd'hui, 90% des médicaments donnés aux Africains dans le cadre de la lutte contre le sida viennent de l'extérieur du continent. Selon le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, Michel Sidibé, le sida peut être une opportunité pour transférer les technologies et les compétences afin de produire les médicaments localement. Un facteur important, selon lui, pour atteindre l'objectif de 15 millions de personnes sous traitement d'ici 2015. C'est le message qu'il adresse au sommet de l'Union africaine qui se tient ce week-end à Addis Abeba en Éthiopie. Je vous propose d'écouter. L'épidémie est loin d'être terminée, mais nous voyons aujourd'hui quand même des progrès énormes. On a augmenté de façon spectaculaire le nombre de personnes sous traitement. On a réduit de façon significative le nombre de nouvelles infections. En Afrique, c'était la catastrophe que l'on prévoyait. Et à la place de la catastrophe, nous avons vu l'espoir naître, la solidarité se construire. Les uns et les autres se sont battus pour mobiliser les leaders politiques, pour faire en sorte qu'une société civile naisse et qui soit capable aujourd'hui
de conduire les changements que nous avons au niveau, bien sûr, du traitement, au niveau de la prévention et au niveau des soins. Aujourd'hui, 90% des médicaments qui sont donnés aux Africains viennent de l'extérieur du continent africain. Le sida peut être une opportunité pour transférer la compétence, transférer la technologie et faire en sorte qu'on puisse produire le médicament localement. Le traitement, c'est aussi un moyen de réduire les nouvelles infections. Et c'est pour cette raison-là qu'il est important pour nous d'atteindre l'objectif de 15 millions de personnes sous traitement en 2015. On ne peut pas compromettre cet objectif. Un moment qui peut nous conduire vers cette vision de zéro nouvelle infection, zéro discrimination, zéro décès dû au sida. Voilà, les 3-0 à l'instant, c'était Michel Sidibé, directeur exécutif de l'ONU-SIDA. Pour lui, produire les médicaments localement, c'est possible. Pour lui, atteindre l'objectif de 15 millions de personnes sous traitement en 2015, c'est aussi possible. C'est donc son message qu'il a adressé au sommet de l'Union africaine qui se tient ce week-end à Addis Abeba en Éthiopie. Et c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 20h pour d'autres informations. D'ici là, restons de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation. Ne les oublions pas. Bonne suite de programme à tous. Merci.